Bonjour tout le monde, j'espère bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va étudier la bronchiolite aiguë. Tout d'abord, commence par introduction. La bronchiolite aiguë est définie comme l'encephalopathie obstructive virale survient chez le nourrisson de 1 mois à 2 ans. Donc, l'intérêt de question. Elle est fréquente, pathologie fréquente évoluée par un épidème, l'étiologie, c'est le virus respiratoire syncytial, donc elle est le plus fréquent. Lorsqu'on dit en bronchiolite, on pense direct en VRS. Le diagnostic est le premier épisode de respiration sifflant et l'évolution favorable, ou bien forme grave dans 0,5 à 1%. La prise en charge directive du Guide national de la prise en charge des bronchiolites aiguës du nourrisson de 2016. Pour l'épidémiologie. L'épidémiologie, on a quoi? C'est un problème de santé publique. On le trouve dans les périodes automno-hivernales, mais aussi au printemps. L'âge, le pic de fréquence, est 2 à 7 mois. Le sexe, elle touche plus près de 60% des garçons. Donc les filles, on est lucky un dessin. Sur les étiologies, le virus respiratoire syncytial, c'est le plus fréquent, 60 à 90%, mais les cas. L'incubation, c'est 2 à 8 jours et multiplication de la muqueuse nasale ou voie respiratoire inférieure. Cette virus, elle est éliminée dans 3 à 7 jours, parfois jusqu'à 4 semaines. Et la transmission, elle est intra-humaine, directe par des gouttelettes de buff léger ou indirecte par les mains ou le matériel sué. Survie de virus syncytial, respiratoire syncytial, c'est 30 minutes dans les blouses, 1h30 dans les mains et 7 heures sur les surfaces. Les autres, on a le rhinopharynx, l'adénopharynx, myxovirus, parainfluenza et mesophares influenza. Et sachant que l'adénovirus, c'est le plus méchant. Aussi, on a la physiopathologie. La physiopathologie, avant d'aller à la physiopathologie, il y a une chose que je dois vous dire, que l'incubation, l'infection du VRS, elle est dans la muqueuse malpighienne du nez aux branches, aux voies aériennes inférieures. Aussi, il y a une autre chose que je dois faire, que lorsqu'un malade arrive avec une détresse respiratoire, on l'interroge, on l'examine, et on commence la prise en charge. Elle est trop vite, parce que c'est une infection, c'est une pathologie très grave et nécessite une prise en charge bien établie et un interrogatoire. On va examiner bien, interroger bien le malade pour éviter les complications. On commence par la physiopathologie. Donc, le plus fréquent, c'est le VRS, dans le rhinopharynx. Donc, comment elle est, le VRS? Elle va propager de proche en proche dans le principal cible de la virus, qui est les cellules épithéliales. Donc, elle arrive à la cellule épithéliale, on va avoir une réponse inflammatoire avec un nécrose cellulaire, une abrasion de l'épithélium responsable. Elle va responsable d'un encombrement à l'origine d'une obstruction des voies aériennes, engendrant un risque de prolifération bactérienne. L'obstruction des voies aériennes, elle est mécanique, car d'origine endoluminale, bouchon muqueux, sécrétoire muqueux, des cellules nécroses, exudat séropérineux, hémorragie inflammatoire parietal. Ici, le spasme bronchique joue un rôle mineur du fait du calibre réduit du bronche et du bronchiole, et donc du fait du développement de la musculaire lisse et du cartilage. Ça veut dire que dans le nourrisson, le muscle n'est pas bien développé. Donc, lorsque le muscle est bien développé, c'est pour ça qu'on a dit que la cause ici, elle est mécanique. Madame, la cause, elle est mécanique, donc on n'a besoin pas des bronchodilatateurs. Parce que on n'a pas déjà le muscle, il est réduit. Pourquoi on utilise des bronchodilatateurs? Donc, les conséquences. L'obstruction des voies aériennes va faire un piégeage expiratoire d'air.
et distension thoracique. Connexion intra-alvéolaire réduite, atelectasie avec étroissement des voies respiratoires. Risque de troubles de ventilation. Immaturité physiologique. Compliance pulmonaire. Basse par donc physiologique, compliance pulmonaire basse, fatigabilité musculaire et augmentation des besoins en oxygène. Qui va faire un survenue rapide d'hypoxie et risque des séquelles. Les bronchiolites oblitérants. On va voir une partie du bronchiole qui va être oblitérée. On va perdre. La réparation anatomique, la cicatrisation. On va voir une régénération de l'épithélium dans 3 à 4 jours et sera totale en 21 jours. Les cils réapparition vers 15e jour. Bouchon muqueuse détruit par le macrophage. Les facteurs qui favorisent. On a les anomalies respiratoires préexistantes, étroissement des voies aériennes inférieures, dysplasie bronchopulmonaire de l'ancien prématuré. Et ici, la dysplasie bronchopulmonaire de l'ancien prématuré. Pourquoi? Parce que on a le nouveau-né prématuré, elle reçoit des oxygènes au long cours, au mois de 28 jours. Donc, on va voir une détérioration des territoires qui ont besoin de l'oxygène. Il y a des territoires qui sont adaptés à l'oxygène, un oxygène dépendant. C'est pour ça qu'on dit dysplasie bronchopulmonaire. Diminution physiologique, disons défense immunitaire, tabagisme passif, avec sont des facteurs favorisants. Épithélium déjà fragilisé dans le tabagisme passif. Les autres facteurs environnementaux, garde en collectivité, résidence en zone urbaine et fratries nombreux, sollicitation immunitaire répétée et rapprochée, et virulence de l'épidémie variable d'un saison à l'autre. Les diagnostics cliniques. Critères diagnostiques de la bronchiolite aiguë au nombre de 5. Âge 1 à 24 mois. Premier épisode ou bien deuxième. Sachez que les nouvelles recommandations dit que la deuxième épisode, on peut considérer comme un naze. D'accord? Les symptômes d'infection virale du VIH, rhinorrhée, toux sèche, kiniteux, fièvre modérée et l'état général conservé. La présence au nom d'un syndrome de détresse respiratoire, dyspnée à type polypnée, plus ou moins cyanose, plus ou moins tirage, plus ou moins battement du nez. Sibilance diffus, édiral, crépitant diffus inférieur à 6 mois. Donc, on a l'appréciation de la gravité. Là, on va apprécier la gravité. On va évaluer. L'anamnèse et l'examen physique sont efficaces pour faire le diagnostic et rechercher les signes de gravité. Des observations répétées au cours de l'examen répète tous les 15 minutes sont nécessaires pour évaluer correctement la gravité de la maladie. L'utilisation des scores de sévérité dans la pratique clinique est limitée car ils ne sont pas validés. Ils doivent être remplacés par une surveillance étroite et observation répétée. Commence par les signes de gravité. Donc, pour les signes, on a la polypnie supérieure, on a 10 signes de gravité. Polypnie supérieure à 70, battement des ailes de nez, tirage intercostal, sous-costal, justernal marqué, gênement expiratoire, cyanose, aspect d'une toxi-infection, mauvaise alimentaire, inférieur à 50% des apports habituels, mauvaise hydratation, agitation ou léthargie, peut indiquer une hypoxémie, une insuffisance respiratoire imminente, une apnée avec ou sans signe, une cyanose ou une bradycardie, et la présence d'un seul signe de gravité indique l'hospitalisation. Facteur de bronchiolite ou compliqué. Durée inférieure à âge inférieur à 6 semaines, maladie pulmonaire chronique, dysplasie bronchopulmonaire chez les anciens prématurés, comme on a dit, mucoviscidose, cardiomyopathie congénitale, maladie neuromusculaire, immunodéfaillance et mauvaises conditions socio-économiques ou l'éloignement,
Un seul facteur de ce risque peut être associé à une forme sévère de bronchiolite. Les indications de l'hospitalisation: un aspect toxique, mauvaise alimentation, léthargie ou déshydratation, détresse respiratoire sévère qui se manifeste par un ou plusieurs des signes suivants: battement des ailes de nez, tirage intercostal, sous-costal ou cisternal, fréquence supérieure à 70 décibels du gravité, les cyanoses. Et l'apnée, on a l'apnée, l'hypoxémie avec une saturation inférieure à 90 sous l'air, mauvaise condition socio-économique ou éloignement. Maintenant, on va voir les critères d'admission en unité de soins intensifs. Il y a l'ancien critère et il y a maintenant les nouvelles critères. Donc, les anciens critères, on a l'impossibilité de maintenir une saturation en oxygène, épuisement, respiration superficielle, pause respiratoire et l'apnée. Selon le tableau suivant, vous allez voir le score de clinique de Berman et Pearson. Le score clinique de Berman et Pearson, consiste à la fréquence, le Weizen, cyanose ou tirage. Et le tableau suivant, on ne peut pas les lire complètement. Les classifications: bronchiolite légère, score de Berman et Pearson, 1 à 6, sans signe de gravité. Modéré, score 7 à 9 et sans signe de gravité. Bronchiolite sévère, c'est le score de 10 à 12. Pour la nouvelle classification qu'on utilise aujourd'hui, on a classifié selon les signes de gravité et selon les facteurs de risque. Sans signe de gravité et sans facteur de risque, la prise en charge est ambulatoire. Les soins de soutien et les conseils préventifs sont les paliers de la prise en charge. Les bronchiolites sans signe de gravité présentent des facteurs de risque et sans signe de gravité, mis en observation pendant 2 à 4 heures, soins de soutien et surveillance étroite. C'est l'apparition d'un seul signe de gravité, c'est l'hospitalisation. Bronchiolite sévère présente un signe de gravité, c'est l'hospitalisation. D'accord. L'examen complémentaire souvent inutile. On a le radiographie du thorax qui on l'utilise lorsqu'on a un bronchiolite sévère ou modérée traînante, suspicion d'une surinfection, des râles crépitants au foyer, en fièvre élevée, terrain particulier, cardiopathie congénitale. Dans la cardiopathie congénitale, donc puisqu'elle va faire une défaillance cardiaque. Les signes d'une défaillance cardiaque, on vous connaît tous: polypnée, tachycardie, hépatomégalie et cardiomégalie. Oui, donc on continue. L'aggravation soudaine, suspicion de complications. Pour la biologie, on a l'FNS-CRP, suspicion d'une surinfection bactérienne, fièvre plus de 4 jours, foyer parenchymateuse à la radio. Sérologie virale, aucun intérêt par la prise en charge. Le diagnostic différentiel, on a l'origine respiratoire et l'origine extra-respiratoire. Laryngite aiguë. Comment différencier la laryngite aiguë à la bronchiolite aiguë? Donc la laryngite aiguë, elle est d'origine inspiratoire et pas expiratoire comme bronchiolite. Corps étrangère, antécédent d'un corps étranger, par exemple cacahuètes. Surtout le cacahuète, c'est très fréquent dans les urgences. Il arrive des patients qui avalent les cacahuètes, donc on peut le prendre en considération. Les pneumopathies inhalées qui vont faire une asphyxie et on va voir lorsqu'on ask le maman, elle va dire qu'elle a beaucoup allaité le bébé. La microvésudose, qui est une maladie génétique de transmission récessive, il va vers une bronchiopathie répétitive avec une pôle digestif. C'est ça la différence. Pôle digestif, diarrhée chronique et hypotrophie. Oui, donc l'évolution et les complications. L'évolution doit être favorable, bien que des complications, ou la défavorable. Donc favorable, des signes d'obstruction 8 à 10 jours vont disparaître, tout résiduel à une quinzaine de jours, wheezing persistant parfois plus de 3 semaines avec un nourrisson en bon état général et sans détresse respiratoire, et qu'on appelle happy wheezing. Récidive 25 à 50% mais les cas. Complications mécaniques, emphysème, pneumothorax, pneumomédiastin, surinfection bactérienne, déshydratation aiguë, apnée et la mortalité elle est inférieure à 1%. Commence par la prise en charge. Toujours le but de prise en charge, améliorer le confort du malade
éviter les complications respiratoires et extra-respiratoires, réduire les risques de surinfection. Les moyennes, on a les procubitus dorsales 30%, hydratation, nutrition, apport suffisant et fraction des repas, toilette nasale, désobstruction, aspiration des sécrétions excessives et lavage par l'anacille à 0,9. On parle de sérum salé et isotonique. L'oxygène, c'est la saturation inférieure à 90, on délivré humidifié par un canule nasal. Donc l'oxygène doit être humidifié. Traitement de la fièvre, température. Ici, le traitement de la fièvre, elle est soit physique ou bien chimique. Physique, comme aérer la pièce, déshabiller le nourrisson, boire les boissons, un bain tiède ou lavement rectal, en cas d'extrême. Et chimique, on a les antipyrétiques, paracétamol, 50 mg, et les anti-inflammatoires. Les bronchodilatateurs, l'efficacité discutée en deuxième épisode. Et au premier épisode, on ne le donne pas. Nébulisation sous l'oxygène, c'est-à-dire risque en bronchospasme paradoxal. Corticoïde par voie générale, c'est la forme sévère ou forme associée à une atteinte laryngée. L'antibiotique, c'est une fièvre, c'est une otite moyenne aiguë, maladie pulmonaire ou cardiaque sous-jacente, foyer pulmonaire radiologique, opacité segmentaire, augmentation de CRP, hyperleucocytose avec un polynucléaire neutrophile, et surtout pas des mucolytiques ni des antitussifs. Pourquoi pas des mucolytiques et des antitussifs? Parce qu'on ne donne pas chez le nourrisson, parce qu'elle favorise le stase, ce qui va favoriser la surinfection. Donc, aussi la kinésithérapie respiratoire non recommandée systématiquement par la majorité des équipes, exception en cas de comorbidité, troubles neurologiques et mucoviscidose. Il y a une chose que j'ai oublié d'écrire, c'est que l'allaitement maternel, c'est très important pour prévenir les pathologies respiratoires. Comme on connaît tous que le lait maternel contient des anticorps qui vont protéger l'enfant de ces surinfections et de guérir plus vite possible. Les modalités pratiques, on a classifié selon 3, bronchiolitis non sévère, bronchiolitis avec sans signe de gravité et un facteur de risque, et des bronchiolitis sévères. Donc, les non sévères, comment traiter? Prise en charge ambulatoire, centre de santé, cabinet médical, polyclinique. Les soins intensifs, on a l'hydratation indiquée, 75% des apports antérieurs, des obstructions nasales par drainage rhinopharyngé avec le sérum salé isotonique, une utilité de traitement pharmacologique suivant, bronchodilatateur inhalé, nébulisé par voie orale, les glucocorticoïdes inhalés ou systématiques et les antibiotiques systématiques et des congestions pour le nez, sirop intensif ou mucolytique, tous ont aucune utilité. Éducation sanitaire des parents, action essentielle, nature bénigne de bronchiolitis non sévère, durée attendue, évolution, technique d'obstruction nasale, technique d'allaitement, J'insiste pour l'allaitement. Fraction avec augmentation de la ration et adapter les besoins, les signes de gravité à surveiller, éviction du tabagisme passif, promotion de l'allaitement maternel nécessite de la réévaluation contrôle à deuxième jour. Les bronchiolites sans signe de gravité présentent des facteurs de risque. On mise en observation pendant 2 à 4 heures. Plus de soins de soutien et la prise en charge des parents et la mise en observation pendant 2 à 4 heures. Et la surveillance d'évaluation 15 à 30 minutes, le signe respiratoire, examen de duration intervalle et dépister l'apparition d'un signe de gravité. Au moindre signe de gravité, c'est l'hospitalisation. La bronchiolite sévère, l'hospitalisation, soins de soutien en cas de détresse grave, suspendre l'alimentation orale, éviter le risque. Donc, suspendre l'alimentation orale pour éviter les risques de fausse route et administrer les liquides par voie intraveineuse, oxygénothérapie, pas d'utilisation systématique des bronchodilatateurs inhalés ou nébulisés en premier épisode. On essaye de nébulisation de salbutamol en deuxième épisode. Les critères de sortie en urgence. Patient stable en oxygène, prise orale, orale suffisante pour éviter la déshydratation, saturation stable supérieure à 90 sous l'air y compris pendant le sommeil, compréhension des conseils par les parents. Et la prévention, mesures connues, lavage des mains, antiseptiques, matériel unique, éviction des précocité, éviction du tabac, allaitement maternel, sérum salé dans les rhinopharyngites, règles d'hygiène, médication, antiviraux, maladie cardiaque, hémodynamique significative, maladie chronique pulmonaire de prématuré.
Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Donc c'est très simple, les notions sont très simples, non. Et c'est très important en urgence. On trouve beaucoup en urgence cette pathologie. Et si vous likez cette vidéo, n'hésitez pas de liker, subscribe and share with your colleague and your friend. Have a nice day.